Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Oh mon Dieu, mesdames et messieurs, bonjour. Moi, j'aime ça, commencer l'émission avec la broue dans le toupette. Hein? On arrive comme on est. C'est ça la beauté de la radio et de la télé en direct, parce que vous le savez, on n'est pas juste à la radio, on est aussi à la télé, à Cube. Je vais me poser un petit peu. J'ai envie de vous dire bonjour. Comment allez-vous? D'abord, on a un petit peu la broue dans le toupette en studio. J'adore ça. On l'a fait avec Marc Derry qui est venu ici nous chanter sa nouvelle chanson Aquarium. Il est venu avec sa guitare. Bonjour Cybèle. Bonjour Sophie. Et là, on s'est dit, c'est trop chouette quand il y a un artiste qui vient comme ça nous faire ses nouvelles chansons en studio. Donc, quand j'ai vu et entendu surtout que Ima, que j'aime d'amour, avait une nouvelle chanson, je me suis dit, en plus, c'est un verre d'oreille. J'arrête pas de la chanter depuis que c'est sorti. Je me suis dit, elle va venir le faire en direct ici. Bonjour, Ima. Allô. Et tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée de Francis Tétu. Bonjour, Francis, qui est guitariste et qui, dans quelques instants, va nous faire une version acoustique, une version vraiment spontanée et naturelle de la nouvelle chanson d'Ima. D'abord, Ima, la première chose que tu as fait en arrivant ici en studio, c'est t'enlever tes bottes. Là, je me suis dit, bon, elle se met à l'aise. Mais là, après ça, t'as enlevé tes chaussettes. Je me suis dit, hey, une femme qui a confiance en elle, a pris sa douche il y a pas longtemps. Et après, tu t'es mis en orteil pour chanter pieds nus. Pourquoi c'est important de chanter pieds nus? Parce que c'est, comme tu m'as demandé, pour te grounder, oui, c'est, tu sais, je porte presque plus des talons, même si j'aime ça. Il y a quelque chose avec être pieds nus surtout quand je chante, c'est plus libre. Je sais pas. C'est plus groundant. Je me sens bien. Je me sens déposée. Parce que c'est énervant, veux pas. C'est excitant. Donc ça me permet d'être un petit peu plus calme. Mais c'est drôle parce que j'ai utilisé l'expression anglaise grounded, donc une mise à la terre, un contact avec la terre. Ouais. Et ce vocabulaire-là me vient de mes cours de yoga. Quand on fait du yoga, il y a toutes sortes de positions où le ou la professeure nous dit, là, c'est le moment de vraiment prendre le contact avec la terre. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça, parce que depuis plusieurs années maintenant, t'es prof de yoga. Ouais. Dans quelle mesure le fait que tu fais du yoga depuis plusieurs années maintenant, ça change ta façon de chanter? Ça change tout, la respiration. C'est connecté à fond, on développe. Déjà, quand on chante, on est beaucoup plus connecté sur notre diaphragme, la façon dont on respire. Mais quand on fait du yoga, c'est ça qui nous permet de traverser les pauses, de traverser des moments qui sont des postures qui sont inconfortables ou qui sont difficiles. Mais ça se représente aussi dans la vie. Donc, j'ai appris ça beaucoup. J'en ai écrit des chansons aussi là-dessus. Quand c'est difficile, que tu penses que tu passeras pas au travers ou que c'est trop gros, de revenir au souffle, de revenir à la source finalement. Puis le temps fait tellement bien les choses. Puis là, tranquillement, tu reviens. Puis on dirait que la situation est déjà transformée parce que ton attitude est différente. Puis tout ça avec le souffle, c'est ça fait de la magie. Il y a une phrase bouddhiste, puis là, les gens vont se dire, coudonc, Durocher est rendu mystique, là. Mais il y a une phrase bouddhiste que les profs de yoga nous répètent souvent. Puis encore une fois, je vais le dire en anglais, parce que 99% des cours de yoga, c'est toujours en anglais. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment achalant. This too shall pass. Mm-hmm. Tout passe. Ça aussi passe. Le bonheur passe, la vie passe, les mauvais moments passe. Et quand tu te rappelles ça, il me semble que ça relativise autant les grandes joies que les grandes douleurs. Ça nous amène, en tout cas moi, je l'ai vraiment mis, je le mets vraiment en pratique, puis j'essaie de le faire à tous les jours. Des fois, moi je suis monoparentale à temps plein, puis des fois j'ai de la broue dans le toupette, puis c'est juste trop. Et je me rappelle, profite de ça, parce qu'un moment donné, il va être grand, ça va être différent, il n'y aura plus besoin de toi. Tu sais, là, ça va être un autre deuil. OK, c'est vrai, ça aussi, ça va passer. Puis quand c'est extraordinaire, euphorisant, puis que là, j'ai le goût je me sens flotter, ça aussi, ça va passer. Fait que profite, mange chaque seconde.
Il y a quelques années de ça, t'étais venue, on faisait un balado avec Richard, qui s'appelle Devine qui vient souper ou l'apéro piquant, et tu nous avais parlé de moments difficiles que tu avais traversés dans ton enfance. Donc, je te laisse aller si tu veux retourner là. Si tu veux pas retourner là, on n'y retournera pas. Mais tu avais quand même parlé de ça avec beaucoup de sincérité. Est-ce que, justement, le fait que tu fasses de la chanson, puis tes chansons, c'est toujours, tu célèbres la vie, puis t'es une fille lumineuse, est-ce que t'es lumineuse justement parce que t'as vécu des moments très, très sombres dans ton enfance? Je sais pas si c'est parce que j'ai vécu ça, mais je sais que j'ai cette joie de vivre qui est profonde. Je te dirais que dans les dernières années, j'ai repris mon pouvoir et ça a touché aussi beaucoup avec ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'ai vécu de l'abus et j'en ai parlé beaucoup dans mon livre. J'ai même écrit une chanson. Elle ne sera pas sur cet album-là, mais elle va sortir à un moment donné. Elle est très, très précieuse. Et, une chanson où tu parles des abus que tu as vécu. Exact, oui. Puis je pense que quand on vit ce genre d'expérience-là, d'épreuve-là, quand on est jeune, ou je pense peu importe l'âge à laquelle on a, ça, si on arrive à faire la paix avec ça, si on arrive à peut-être qu'on peut jamais vraiment comprendre, mais si on peut faire un sens juste pour nous, pour notre guérison personnelle, ben je pense que ça amène beaucoup de force, beaucoup de résilience. Ouais. Mais je suis fascinée que tu aies réussi parce qu'en effet, dans ton livre, tu en parlais. Et moi, c'était la première fois que j'en entendais parler quand j'avais lu ton livre. Et t'en parlais avec beaucoup de courage, beaucoup de pudeur, mais beaucoup de courage. Mais que tu arrives à écrire une chanson pour parler de ça, c'est pas évident. Je pense par exemple à Barbara qui avait écrit une chanson parce qu'elle a été victime d'inceste avec son père. L'Aigle noir, d'ailleurs, de Barbara, parle de ça, mais à mots très couverts. Puis il faut connaître son histoire. Est-ce que toi, t'en parles de façon plus frontale ou c'est quelque chose qui va être évoqué? Ben, je l'ai déjà la chanson, je l'ai mis au elle, à la troisième personne, comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, c'est la petite Ima et la Très grande touchant. qui se parle dans la chanson. Puis elle s'appelle Elle court. Parce que dans le fond, moi, j'avais oublié ces souvenirs-là, puis ils sont revenus quand j'avais 18 ans. Et je raconte un peu ça dans la chanson, puis à la fin, comme si ce souvenir-là me hantait, puis à la fin, ben ce souvenir-là, il s'en va. Tu sais, parce que c'est la paix. Puis maintenant, je suis capable d'en parler. Je fais des conférences depuis 2 ans et j'en parle beaucoup parce que je pense profondément, mais ça, c'est mes croyances à moi, c'est mes pensées profondes, que le pardon amène une libération. Puis on peut avoir vécu des choses qui peuvent être impardonnables, mais je pense pas que c'est de pardonner nécessairement à la personne, mais de pardonner ce qu'on a vécu. Tu sais, histoire de passer à autre chose. Puis ouais, je pense que j'ai fait ce processus-là. Puis tu vois, j'ai eu un grand litige avec mon ancien manager. Puis ça aussi, j'ai pardonné ce morceau-là. Fait que je me sens forte et je me sens beaucoup plus consciente. Puis là, je pense pas que ça va être facile de m'en passer maintenant parce que là, j'ai appris énormément, j'ai plus d'expérience, puis ça fait en sorte aussi que ça me donne une confiance. Je sais qu'il y a rien qui va m'arriver que je pourrais pas traverser. Wow. C'est comme ça m'a donné une force. Et le fait que, justement, quand tu donnes des conférences, que tu en parles, c'est aussi, j'imagine, pour donner de la force à d'autres femmes ou d'autres hommes qui auraient vécu soit la même chose que toi, un abus sexuel, ou toutes sortes d'autres façons, parce qu'on peut se faire avoir financièrement, on peut se faire avoir professionnellement, etc. Donc, c'est aussi de communiquer cette force-là, de la partager avec les autres. Ben, je trouve que quand on s'autorise à être vulnérable, ça permet à l'autre de se reconnaître, parce qu'on vit tous des moments où est-ce qu'on est vulnérable, où est-ce qu'on se sent perdu, où est-ce que c'est difficile, puis quand on s'offre justement dans cette vérité-là, ben ça permet à l'autre aussi d'être dans sa vérité, puis de connecter, finalement, d'être dans les vraies affaires. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand on est en colère, que dans le fond, c'est un peu ridicule parce que c'est comme au lieu de diriger ça vers la personne contre qui on est en colère, finalement, c'est un poison qu'on s'administre à soi-même.
Ouais, ben la colère, tu sais, j'en ai vécu beaucoup, puis ça m'arrive des fois d'en ressentir de la colère. Puis là, j'ai comme décidé de l'accueillir. Parce que tellement longtemps, je l'ai rejeté. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, la colère. On devrait pas être en colère. Puis, mon Dieu, qu'on se met de la pression, surtout les femmes. Et là, moi, j'ai fait, hey, c'est assez. Je suis fâchée. Tu sais, si, mettons, j'ai une situation qui est complètement injuste. Pourquoi tu te tournes vers Francis? Parce que je pensais qu'il riait. OK. J'ai déjà été bien en colère contre lui. Non, c'est pas vrai. Non, mais parce que de s'autoriser à vivre nos émotions, tu sais. Tellement. Mais effectivement, il faut faire attention de ne pas les garder puis que ça vienne nous empoisonner le système, parce que ça, c'est pas bon. Non. Alors, moi, je veux qu'on parle de musique parce que ça me fait... donc, moi, je te suis sur les médias sociaux. Puis là, quand j'ai vu que tu avais une nouvelle chanson, j'ai dit « Oh mon Dieu, je vais tout de suite aller écouter ça. » Mais ça me surprenait quand même parce que ça faisait un bon bout. Ouais. Et là, mon collègue Hugo Veilleux, journaliste à La Recherche, m'a sorti une entrevue avec toi dans le 7 jours en 2020. Et tu disais que tu avais mis ta carrière de côté de chanteuse pour te consacrer à l'enseignement du yoga. Et tu dis, créer des albums, c'est le fun, mais il n'y a plus personne qui en achète. Et un petit peu plus loin, tu dis, ben moi, toute la game du show business, ça me tente moins. Être tout le temps au talon haut, devoir présenter une image qui me transformait. Ouais. Quelle image les gens du milieu t'avaient imposée que t'aimais pas? Ben, je sais pas si c'est eux qui me l'ont imposé ou si c'est moi qui a proposé une image puis qui m'est restée collée puis c'est devenu mais la belle fille toujours heureuse, toujours joyeuse, le côté sexy aussi qui a été très très présent, toujours avec tu sais avec classe, mais quand même quand je suis devenue maman, mon corps s'est transformé et même encore là, j'en ai écrit une chanson aussi sur mon album, je dis c'est beau. Mais c'est très, très difficile pour moi d'accepter mon corps qui est différent maintenant, même si je sais que je suis belle. Mais de m'aimer toute moi, ça me fait monter les larmes encore. C'est difficile, ce morceau-là. J'ai toujours dit... Non, mais t'es magnifique, hein, je veux dire. Hein, si oui, absolument. Moi, ça me fait penser aussi à Véronique Cloutier, qu'on a reçu récemment. Ouais. On a parlé de Pamela Anderson. Il y a comme un regain de ces femmes-là qui veulent se mettre de l'avant en étant une beauté naturelle. J'imagine que ça t'inspire ou ça te conforte peut-être aussi là-dedans. Ben oui, je trouve ça beau de voir des femmes. Puis moi, j'ai envie de faire ça aussi. Ouais. D'utiliser ce côté-là puis de faire, regarde, je me sens pas parfaite, mais you know what? Non, vas-y, s'il vous plaît. Ça fait tellement du bien. J'y vais. Puis même si c'est pas confortable, j'essaie de trouver des façons pour que ça le soit, puis dans des vêtements dans lesquels je suis bien, puis après ça, ben ceux qui m'aiment me suivent, puis sinon, ben... Mais c'est important que tu dises ça, parce que quand j'ai regardé le vidéoclip que t'as fait, t'es encore émue, hein? Oui. Quand j'ai vu le vidéoclip que t'as fait pour illustrer la nouvelle chanson, c'est fou. Regarde, là, ça commence avec un gros plan sur tes jambes, sur ton corps. On voit, regarde, la première chose que je me suis dit, c'est mon Dieu qu'elle est belle. Oh, et je me suis dit, et là, je vois que justement, quand tu présentes la chanson, on va finir par l'entendre à un moment donné. Il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, non, du Rocher, elle arrête pas de nous dire qu'on va entendre la toune, on va finir par l'entendre à un moment donné. Tu dis que tu assumes qui tu es, alors qu'on est dans une société qui prône la jeunesse à tout prix, et que c'était important pour toi que dans le vidéoclip, on voit beaucoup de gens dans la quarantaine. C'est vrai que c'est tellement vieux, la quarantaine. Non, mais c'est parce que... Hein? C'est vieux avoir 40 ans. Non, c'est pas vieux du tout, mais ma chum, qui est chorégraphe, m'a demandé, est-ce que tu veux des danseurs dans la vingtaine ou plus dans nos âges? Puis j'ai dit, dans nos âges. Là. J'ai rien contre les jeunes dans la vingtaine, là, au contraire. Mais j'avais envie que ce soit à mon image. J'ai 46 ans, je vais avoir 47, puis j'ai envie d'être fière. Regarde, de là, ça. on le voit, là, c'est ça, c'est que des gens avec une diversité de corps, ils sont tous, et c'est un plaisir. On sent dans ton visage, dans ton corps, dans ta danse, le plaisir. Alors, on va-tu l'entendre, cette toune-là? Alors, ça s'appelle « C'est fou ». Et je vous préviens à la maison, donc Ima va nous la faire au complet, accompagnée à la guitare par Francis Tétu. Je vous préviens,
vous allez m'en vouloir parce que cette chanson-là, c'est un verre d'oreille. Vous allez l'avoir dans la tête, pas juste aujourd'hui, toute la journée, mais tout le reste de la semaine. L'album sort en septembre, mais cette chanson-là est déjà sortie. Alors, juste pour décrire les gens qui nous écoutent à la radio, Ima a les yeux fermés, les pieds nus avec ses beaux orteils peints en rouge Bourgogne, bien ancrés dans la terre. Alors, on vous écoute, Francis et Ima, avec cette chanson, C'est fou. J'ai dans les mains, sur mon chemin, caché tant de je t'aime, toutes les histoires de ma mémoire résonnent au fond de mes poèmes. J'ai traversé mes orages, jamais je n'y retournerai. Je veux vivre ma vie à moi, danser, qu'importe l'endroit, sentir mon cœur qui bat. La 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 la, je veux goûter à la folie, m'envoler au bout de la nuit et peut-être sentir ton cœur qui bat pour moi. Tam-nam, ta-dam, ta-dam, tous les je sais que je ne sais pas feront toujours partie de moi. Et les secrets pris dans ma voix, je les déclare très loin de moi. J'ai traversé mes orages, jamais je n'y retournerai. Je veux vivre ma vie à moi, danser, qu'importe l'endroit, sentir mon cœur qui bat. La 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 la, je veux goûter à la folie, m'envoler au bout de la nuit et peut-être sentir ton cœur qui bat pour moi. La 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 la, la 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 la. C'est fou, c'est tout, c'est nous, l'amour. Je veux vivre ma vie à moi, danser, qu'importe l'endroit, sentir mon cœur qui bat. La 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 la, je veux goûter à la folie et m'envoler au bout de la nuit et peut-être sentir mon cœur qui bat pour toi. La 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 la, la 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 la, c'est vous. Ah, j'adore ça. Viens t'asseoir, Ima. Et je trouve ça génial parce que moi, quand j'écoutais la chanson, la version donc avec le vidéoclip que tu as mis en ligne, à un moment donné, tu pars à rire dans la chanson. Puis là, je me disais, mais c'est tellement spontané, puis c'est tellement la Ima lumineuse que je connais. Mais là, tu l'as refait. Ouais. Donc, j'espère que tu vas le faire à chaque fois que tu fais la chanson. Ben oui, il faut. Cet éclat de rire en plein milieu d'une chanson, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous présenter ta nouvelle chanson. L'album au complet va sortir le 5 septembre. Je suis essoufflée. J'ai juste fait la, je t'ai soufflé. Oh mon Dieu! C'est pas drôle la quarantaine, hein? Merci beaucoup, Francis Tétu à la guitare. Merci, Ima. Toujours un plaisir. Et écoute, ils sont chanceux, les gens qui t'ont comme prof de yoga, prof de méditation, les gens qui assistent à tes conférences. Tu es vraiment une femme complète dans toutes les sphères de ta vie et tu es magnifique. Merci, Ima. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, écoutez, je pense qu'on peut marquer la journée du 4 mars 2025 comme étant une journée lumineuse à mon émission, à Cube, à notre émission, parce qu'on a commencé ça de façon ensoleillée, mais profonde,
avec Ima qui nous a fait en direct sa nouvelle chanson. C'est fou, ça faisait 9 ans qu'elle avait pas fait de chanson. Puis quand je dis c'est fou, c'est le titre de la chanson. Et là, on continue parce qu'on va se saouler finalement à 2h25, à 14h25 oui, pour oublier les tarifs de Donald Trump, exactement. Non, on va pas se saouler. On va boire avec modération avec Nicolas Duvernois, homme d'affaires que vous connaissez bien, président et fondateur de Pure Vodka. Le hasard fait bien les choses. Nicolas, d'abord, bonjour. J'ai vu que tu avais un nouveau produit parce que je te suis sur les médias sociaux, un Cosmo. Je me suis dit, bon, ça va nous rappeler tous la belle époque de Sex and the City. Exactement. Je me suis dit, on va faire venir Nicolas à l'émission. Et en fait, tu arrives aujourd'hui, alors qu'on est en pleine guerre des tarifs de guerre commerciale avec les États-Unis. Donc, avant de déguster ton produit, je veux que tu m'en parles parce que toi, comme entrepreneur, tu t'es prononcé à quelques reprises justement sur ce sujet-là. La SAQ vient d'annoncer qu'elle retirait de ses tablettes les vins américains. Est-ce que c'est dérisoire ou c'est une mesure importante? Je crois que c'est un panier de mesures qu'il faut prendre parce qu'on s'entend que c'est David contre Goliath. L'économie américaine est disproportionnée comparativement à celle canadienne ou encore plus à celle québécoise. Sauf qu'on peut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc, je crois qu'il faut aller de petit geste en petit geste. On espère que les gouvernements, parce que c'est quand même au rôle du gouvernement d'y aller avec les grands gestes. J'entendais ce matin que le premier ministre Doug Ford de l'Ontario pensait même peut-être à imposer 25% de tarifs sur l'électricité qu'il vend aux États-Unis. Ça représente des milliards de dollars. Donc là, ça peut commencer à faire mal aux États-Unis. C'est clair que ne plus acheter une petite bébelle américaine ou une autre, ça a beaucoup moins d'impact. Mais si on s'y met collectivement, ben c'est clair que c'est une manière de dire, ben là, est-ce qu'on pourrait se faire respecter, s'il vous plaît? Cependant, ceci étant dit, l'économie est construite aujourd'hui pour être tellement tentaculaire, un pays vers un autre pays. On sait que dans un Ford F-150, il y a plus de produits qui viennent de Chicoutimi que de produits qui viennent des États-Unis. C'est ça, c'est difficile des fois de dire voici un produit canadien, voici un produit québécois, voici un produit américain. Puis je vois plein de compagnies en ce moment, je pense que c'est Kraft qui fait une publicité. Qui sont produits à Montréal. Mais et puis ça, puis ils nous disent les produits, mettons, je vois le beurre de cacahuète, le beurre d'arachide. Oui, avec le nours, là. Il est fait avec, mettons, des arachides, mais c'est fait ici. Donc, ça devient difficile. Exactement. Et la grande question qu'il faut se poser, qu'on n'entend jamais, puis moi, j'en parle tout le temps, on n'a pas de définition exacte de ce qu'est un produit québécois. Un produit québécois, en 2025, ne peut pas être un produit québécois en 1934, où on n'avait juste pas le choix de prendre tout ce qui était à peut-être 100 kilomètres de rayon autour de chez nous. Aujourd'hui, un produit québécois, moi, je crois qu'il faut rentrer en considération l'entreprise propriétaire du produit, où elle paye ses impôts. Ça serait pas mal. Combien d'employés elle engage? Combien d'employés québécois elle engage? Comme ça, on pourrait avoir vraiment développé un modèle où ça prendrait en compte la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas juste dire, moi, j'achète plus de... Bon, reprenons le beurre de pinot. Ouais, mais s'il y a, je sais pas combien de centaines d'employés qui travaillent sur cette ligne-là, parce qu'ils doivent en vendre du volume, qui travaillent sur cette ligne-là, des employés d'ici, on se tire un peu dans le pied aussi. Oui, puis aussi, quand il y a une compagnie comme Amazon, qui, on pourrait être tenté de dire, avant les événements, de dire, on va boycotter Amazon parce que c'est une compagnie qui appartient à un multimilliardaire qui se fout de tout. Puis là, en même temps... Mais c'est une place de marché. Mais c'est surtout qu'ils engagent des gens ici, puis quand ils mettent des gens ici à pied, là, on dit c'est absolument épouvantable. Donc, alors, c'est difficile de réconcilier tout ça, puis on se pose toutes sortes de questions d'éthique. Toi, est-ce qu'il y a certains de tes produits qui sont vendus aux États-Unis? Alors, nous, on a vraiment une chance exceptionnelle parce que on était à quelques semaines de notre lancement aux États-Unis en mars 2020. Okay. Le lancement qui a été repoussé. La fameuse date. Exactement. On se rappelle d'une belle petite guerre sanitaire cette fois-ci. Et là, on est depuis une bonne année, on a repris nos efforts pour pouvoir finalement vendre aux États-Unis. On a ralenti un tout petit peu nos efforts. Cependant, on continue à aller de l'avant parce qu'à un moment donné, il va toujours avoir une catastrophe ou une autre. Je pense à mes bons amis de Québec, Fire Barns, les sauces piquantes. Oui,
Ben, eux, ils lancent aux États-Unis en ce moment même. Ils ont juste pas le choix. Il faut comprendre que les PME sont Stefano Faita, il lance sa sauce, exactement. une sauce, il faut continuer. je sais pas quoi, dans le Midwest américain. Oui, exactement, la sauce Alfredo, je crois. Oui, exactement. On a vu le même bien post. Vu, ouais. Ben, parce que je l'aime, la sauce. Mais tout ça pour dire que il faut comprendre que l'économie ne repose pas uniquement sur Donald Trump. On va continuer à travailler. On va continuer à devoir se déplacer pour positivement ou négativement, quand tu vas aller rencontrer des personnes clés qui vont aider à ce qu'une entreprise d'ici, une PME d'ici, puisse exporter aux États-Unis et faire de l'argent aux États-Unis, ben c'est sûr qu'il faut continuer un peu comme si de rien n'était. On s'entend, c'est catastrophique ce qui se passe. Absolument. Je crois que je regarde les marchés boursiers qui répondent déjà négativement. Je crois que ça va être l'ultime pression va venir de là. Il faut se rappeler que les Américains ne regardent pas énormément les nouvelles, ou s'ils regardent les nouvelles, ils regardent ce qu'ils veulent écouter. Cependant, ils prennent en considération énormément le prix de l'essence. Tout le temps, ça revient à ça. C'est combien le gallon? Donc, avec un marché qui va mal, avec plusieurs industries qui vont trembler un peu, je crois que ça va impacter directement l'économie américaine, notamment le prix de l'essence. Et là, Trump, il va peut-être trouver que c'est moins drôle. Je reviens, on va arriver au Cosmo, évidemment, parce que tu publies donc sur Facebook et puis t'es dans le magazine Les Affaires aussi tes réflexions. Puis, écoute, il y a pas tellement longtemps, le 7 février, t'as été un petit peu baveux, t'as dit, et si Trump avait en partie raison, dans la mesure où voici un homme qui a été élu en disant je vais faire X, Y, Z, il est arrivé au pouvoir. Dès qu'il est arrivé, il a mis en pratique ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et tu dis, c'est quand même un dirigeant qui veut simplifier et alléger la lourdeur de l'État. Ça, c'est sûr que, par exemple, son DOGE, là, Department of Government Efficiency, merci Cybèle, est-ce que ça nous en prendrait un, DOGE, au Québec? Absolument. Trouves-tu qu'il y a trop de bureaucratie, toi, au Québec? Non seulement, moi, c'est pas nécessairement la bureaucratie. Moi, c'est toujours un retour sur investissement. En tant qu'entrepreneur, on paye presque plus de la moitié de nos salaires en impôts. Est-ce qu'on reçoit ce dont on paye, premièrement? Deuxièmement, est-ce que c'est normal? Parce que je le remets toujours au niveau au rang des pâquerettes, exactement. Tu achètes une maison, tu demandes à un contracteur de te faire une soumission. Toi, tu as budgété 25 000 $ pour rénover je sais pas quoi. Et lui, il te revient avec une facture de 874 052. À un moment donné, il y a un problème. Ben ici, c'est exactement la même réalité avec la majorité de nos grands projets. Le gros problème, c'est qu'on parle toujours... Parles-tu de SA Click? Ça devait coûter 500 millions, puis ça en coûte 1 milliard. La ligne bleue, 2 milliards de plus. Le garage de la STM, 300 millions de plus. L'usine d'ozonation de l'Est de Montréal, 300 millions de plus. Le problème, c'est qu'on parle en centaines de millions, en milliards. Alors, monsieur, madame, tout le monde, incluant moi, souvent, ça dépasse notre réalité. Tu sais, 3 milliards, c'est pas notre... 1 milliard, 3 milliards. Ouais, 1 milliard, 3 milliards. Mais c'est des milliards de dollars ce qu'on parle. La SAA Club, pour un site web qui a dépassé de plus de 500 millions, j'aime bien rappeler que le Centre Vidéotron est un tout nouvel amphithéâtre de 20 000 places pour 350 millions. Voilà. Et il faut du dépassement en tas là, pour atteindre le 500 surtout pour un truc informatique. Donc, écoute, Trump, pour oublier nos soucis, moi, je pense qu'il y a juste une solution. On va boire. Il est un petit peu tôt pour boire, mais il est sûrement 17 heures quelque part. C'est drôle parce que des fois, on fait des entrevues, tu sais, pour parler de la modération, puis c'est tellement comme important. Oui, mais là, on n'est plus. Le mois de février est terminé. Le mois de février est terminé. Oui, alors, il y a ceux qui ont fait le Dry January. On fait tout. Il y a ceux qui ont fait le défi 28 jours sans alcool en février. Qui arrête de boire en mars? Ben là, qui arrête de boire en mars? Qui arrête de boire en mars? Exactement. Alors, parle-nous de ton nouveau produit. Donc, c'est un Cosmo. C'est un Cosmo. Un Cosmo, c'est un cosmopolitain. C'est un cocktail qui a été inventé. Là, ça se bat toujours dans l'univers des cocktails. Pas nécessairement. Mais tu sais, dans les années 70, certains disent que c'est au restaurant-bar Odéon à New York. Mais il a surtout été popularisé dans les années 90 grâce à Carrie Bradshaw, la fameuse actrice qui est dans Sex and the City. Ils étaient toujours en train de boire des Cosmos. Normalement, c'est un Cosmo est fait avec de la vodka, avec du Cointreau, de la liqueur d'agrumes, avec aussi un peu, certains peuvent modifier un peu, mais ils rajoutent un peu de lime. Nous, ce qu'on a fait, c'est on réinvente toujours des cocktails classiques. Donc, nous, c'est Pure Vodka qui est vraiment une vodka d'exception.
On a pris une richesse naturelle qui est la canneberge, qui est ici. Aussi, dans la recette originale, bien entendu, il y a du jus de canneberge. Et nous, on a toujours twisté. Stéphane Rochefort, qui est vraiment mon bras droit, qui dirige l'innovation, a décidé de mettre la pomme grenade et des agrumes dans ce cocktail-là. Quelle bonne idée. Donc, t'as déjà commencé, toi, ma coquine? Non, pas du tout. Ah, OK, j'espère. Parce que je me prépare. Au PME québécois. Pendant que vous parlez, moi. Au PME québécois. Oui, absolument. Santé et tant pis pour M. Trump. Exactement. Donc, nous, on va boire pour oublier. Ben non. Je veux pas encourager les gens à boire ou à consommer de façon excessive. Avec modération. Mais avec modération. Puis un cocktail comme ça fait du bien aussi. On va se le dire. Pétillant. Mais je trouve ça frais pour l'été aussi. Avec le printemps qui arrive, avec les parcs qui vont ouvrir, j'ai l'impression que c'est de cette fraîcheur-là. Et je ne goûte pas du tout la vodka. Non. Ça pourrait être pas d'alcool quand peut-être même. un tout petit peu, mais il y a parfois qui sont beaucoup plus prononcés, dépendant de ce qu'on recherche. On s'entend que tous nos prêts à boire, nous, c'est toujours des recettes extrêmement raffinées où on goûte vraiment les ingrédients. C'est des vrais ingrédients qui sont à l'intérieur. Mais c'est important pour nous aussi de faire un cocktail qui se boit bien. Pas qui est trop fort en degré d'alcool, parce que là, à un moment donné, tu goûtes juste ça. Pas qui est trop sucré non plus, parce que nous, on rajoute pas de sucre. On aime l'équilibre, on aime l'élégance, surtout avec Pure Vodka, qui est un produit exceptionnel. Et si vous saviez à quel point, quand on voit un produit comme ça sur une tablette, c'est la pointe de l'iceberg. Tout le travail qui est fait en arrière, Stéphane, toute mon équipe qui est exceptionnelle. Et même l'équipe de vente, jusqu'à l'équipe de vente qui doit se rendre jusque dans toutes les succursales pour la déposer sur les tablettes. Oui, ça me fait, j'ai une question. Comment, est-ce que c'est, j'imagine la réponse c'est non pour la facilité, mais tu sais, d'intégrer les marchés comme à Evenco, comme dans les pique-niques électroniques, parce qu'il y a vraiment certaines marques qu'on voit d'année en année. Des fois, ça se renouvelle pas tant que ça. Est-ce que c'est accessible comme marché? Au Beach Club, c'est du Beach Club Everyday, évidemment. Everyday, effectivement. Il a tout compris. Mais c'est sûr que c'est facile. C'est surtout que ça coûte cher. Donc, pour être partenaire d'un événement, souvent, comme les événements que tu as nommés, c'est les gros événements, ça coûte très cher. C'est souvent des compagnies américaines des multinationales qui puissent se permettre ça. Cependant, il y a énormément de festivals à travers le Québec qui veulent des produits locaux avec lesquels autant Pure Vodka que Romeo's Gin travaillent. On lance ce produit-là cette fin de semaine à Igloo Fest à Québec. Ah oui. Et puis, c'est la première fois qu'ils le font à Québec. Et donc, ils reçoivent un DJ de renommée internationale, Tiesto. Et donc, on a une superbe collaboration avec plein de festivals. Je dis souvent que nous, on part en tournée en été parce qu'on fait plus d'une trentaine de festivals. Et je te dirais que autant avec Romeo's Gin que Pure Vodka, on arrive à compétitionner avec les géants de ce monde. Et c'est une fierté de pouvoir être dans ces festivals-là. Puis de voir nos produits. Je m'en rappelle à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'année dernière, j'ai été voir un spectacle avec ma belle Caro. Et il y avait tellement de monde qui avait notre canette dans les mains. Je me rappelle même plus du spectacle. Je regardais le monde, puis j'étais comme, hey, je capote, je suis tellement fier. Tu disais, il y a un petit peu de nous là, il y a un petit peu de nous là-dedans. Et tu vois, il y a quelques semaines, en fait, il y a 2 semaines, on a reçu un monsieur dont j'oublie le nom, évidemment, parce que j'ai 40 ans. Et donc, il fait de la mayonnaise. Donc, c'est la mayonnaise MAG. Et lui, il nous dit que depuis que les gens sont encouragés à consommer local, ses ventes ont absolument explosé. Est-ce que toi, tu remarques ça? C'est-à-dire que, par exemple, depuis justement toutes ces discussions-là sur les tarifs, est-ce que les gens sont plus portés à utiliser des produits québécois, c'est Hugo sachant Magnan, que ça reste... Juste pour Hugo Magnan. Ben oui, Magnan, évidemment. C'est sûr qu'on sent le buzz, là, par manque de bons termes, sur les produits québécois. Cependant, je suis extrêmement fier, je suis extrêmement content de ça. Cependant, peut-on arrêter d'attendre une crise, une pandémie ou une guerre mondiale avant de dire, hey, il faudrait consommer local. Tu sais, moi, il y a une autre question. C'est une perche que je te tendais parce que tu as déjà parlé de ça sur ta page Facebook. Je veux plus qu'on encourage local, je veux qu'on achète local par défaut, en quelque sorte. Quand on achète une canette de Pepsi, est-ce qu'on encourage Pepsi? Non. Non, puis l'exemple que tu donnais, que je trouvais très pertinent, tu disais, en Italie, quelqu'un qui va acheter des pâtes Catelli ou, tu sais, des pâtes Barilla, voilà, exactement, il l'achète parce que c'est un bon produit. Il se dit pas, aujourd'hui, je vais aller encourager la consommation locale. Puis même le mot encourager, moi, j'aime pas ça. Ça a quelque chose d'un peu condescendant. J'oblige pas, parce que je comprends qu'il y a certains produits qui n'existent pas. Il y a certains produits qui sont malheureusement encore un peu trop chers pour le consommateur. Et puis je comprends, on va tous à l'épicerie, on voit les prix. Prix égal, à prix égal. Ou je dis même prioriser. Des fois, tu as envie d'asperges, mais ils sont pas là. Priorise des carottes, elles sont là.
À un moment donné aussi, il s'est toujours laissé le choix au monde. Hey, je suis pas fou, là. Moi, je vais pas imposer. Tu manges des carottes. Tu manges des carottes ce soir, c'est ça? T'as pas le choix. Surtout si arrive des carottes. Cependant, on vote. Avec notre portefeuille. Avec notre portefeuille. Et puis, je me rappelle d'un défi que le ministre André Lamontagne de l'Agriculture avait lancé, le défi $12. Il avait dit, il avait lancé le défi, si chacun d'entre nous, on dépensait $12, pas de plus, mais $12 de plus en produits québécois dans notre chariot, donc pas dépenser $12 de plus, mais remplacer, ça redonnait $1 milliard par ça mois. Permet de payer la SACLIC. C'est parfait. Exactement. $1 milliard. Tout est dans tout. Ils ont besoin d'aide. Non, mais ça donnait énormément à l'industrie agroalimentaire au Québec. Il faut réaliser que un achat local, c'est un investissement. Un achat d'ailleurs, c'est une dépense. L'argent qu'on paye à Firebarns pour les reprendre, mais l'argent reste ici. Mm-hmm. Ils viennent rénover, d'agrandir son usine sur la Rive-Sud. Il a pris un contracteur d'ici. Il a dû engager des employés de la Rive-Sud de Québec. C'est de l'argent qui reste ici. Exactement. C'est de l'argent qui reste ici. Donc, toute cette réflexion-là est extrêmement importante. Puis aussi, je pense que ça nous permet, s'il y a une chose qu'on doit imiter des gens, par exemple, en Europe, c'est qu'il y a une fierté. Quand tu vas dans le fin fond de la Toscane ou dans le fin fond du Périgord, les gens, ils vont acheter des produits locaux parce qu'ils sont fiers aussi. Parce que le propriétaire de la petite entreprise de ci puis de ça, ben, ils le connaissent parce qu'ils jouent à la pétanque avec le dimanche. Oui, il travaille avec Pourquoi son nous, on n'a mari, pas ce réflexe-là? Pourquoi, quand on arrive dans le fin fond de la Gaspésie, on trouve des fois des produits qui viennent d'ailleurs? Soyons fiers des produits d'ici parce qu'ils sont magnifiques. Alléluia. Merci beaucoup. I'll drink to that, comme dirait l'autre qui parle chinois. Puis oui. Celui qui parle chinois, des fois, il dit I'll drink to that. Salud, era un placer encontrarte y beber contigo. Merci beaucoup. Enchanté. Muchas gracias. Enchanté. Après la pause, Rémi Villemur. Je sais pas, on va lui garder. Oui. On te garde de la vodka, Rémi. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. On se demandait si tu avais besoin d'avoir tes écouteurs, Rémi. Déjà? Il n'y a pas d'extrait, donc à part écouter le son de ta propre voix. Ben, c'est ça, je ne peux pas m'en passer. Tu peux pas t'en passer. Bonjour, Rémi Villemur. Bonjour à vous deux. On va commencer par faire un mini débat parce que hier, tu es venu nous parler de la télé qui nous abrutit ou qui s'abrutit elle-même en baissant ses standards. Puis on a commencé un petit débat, puis on n'a pas eu le temps de le finir, à savoir est-ce que la télévision est doit être considérée comme un art aussi important que la peinture, la sculpture, le cinéma, la poésie. Et je sens qu'on n'était peut-être pas nécessairement d'accord. Est-ce que la télé est un art que certains pourraient qualifier de mineur? Ben là, moi, l'affaire avec l'art mineur, j'évecue ça, OK? C'est pas ça que je dis. Bien. Non, je refuse de... l'animatrice puis la tasse sur le côté. C'était pas de ça qu'elle allait parler. Ben oui, mais c'est pas une fille s'essaye, c'est belle. Tu peux t'essayer tant que tu veux. Moi, je choisis la question sur laquelle je vais me positionner. Vas-y. C'est ça, c'est mon consentement. Je consens juste à ça. Donc, allons-y avec ça. Moi, je pense que si on s'amuse, petite discussion de salon, là, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir cette discussion-là en général, de faire le calcul et de mesurer les arts les uns avec les autres. Je pense que la télé, effectivement, par rapport, par exemple, à la littérature, je pense que c'est pas un art qui s'équivaut. Je pense qu'il y a effectivement de très grandes séries qui surpassent des moyens romans et même de grands romans. Je pense par exemple à The Wire, Sopranos, 6 Feet Under. Je suis jamais embarqué dedans. Il paraît qu'il faut que tu attendes la 3e saison. Moi, dans ce temps-là, surtout j'ai pas le temps. La dernière saison, les 5 dernières minutes de 6 Feet Under, ce sont les 5 minutes de télé. Des fois, j'en parle avec Richard, puis les larmes me viennent aux yeux. C'est les 5 meilleures minutes de télé de toute l'histoire de la télévision. La dernière scène des Sopranos, encore aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent si Tony est mort, si Tony est pas mort. Bon, là, je viens de lancer ça dans l'air. S'il y a des gens qui sont dedans, je suis désolé. Mais là, tu penses pas que tu vas divulgacher une série qui a fini il y a plusieurs années quand même. Puis de toute façon, c'est déjà fait. Mais c'est de la grande écriture et c'est comme une tragédie grecque. Quand tu écoutes les Sopranos, c'est aussi
prenant en termes de dilemme moral qu'un dilemme cornélien, par exemple. Oui. Moi, je pense. Ouais. Là, l'affaire, c'est juste que il faudrait peut-être faire des moyennes aussi. Parce que la plus grande série, comparée au plus grand livre, au plus grand roman, peut-être qu'effectivement, c'est aussi impressionnant. Parce que des livres, il y a des livres de recettes, puis il y a de la psychopop niaiseuse. Et t'as les Rougon-Macquart d'Émile Zola ou le dernier roman de Éric Chacou, enfin le premier roman, ce que je sais de toi, Sophie, qui est un chef-d'œuvre. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'art, c'est pas quelque chose qui rassemble tant que ça la majorité des gens. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une minorité de gens qui avaient une sensibilité artistique et étaient capables de comprendre ce que l'art leur projetait au visage. Et là, il se trouve qu'on vivrait dans une époque inusitée où tout le monde était capable de tout comprendre l'art parce que tout le monde regarde la télévision. Tu peux maintenant regarder une série évachée sur ton sofa. Oui. Ce dont on parlait hier, avec ton deuxième écran. Mais en fait, moi, je pense que la plupart des gens font, là. Moi, je pense que c'est pas... Quand ma position sur l'art est assez simple, c'est pas une question de comprendre. Tu sais, quand je vais voir un tableau de Renoir, par exemple, est-ce que j'ai besoin de comprendre? C'est que ça te rentre dedans. T'as pas besoin de l'expliquer. Comment t'expliques un Renoir? Comment t'expliques que ce tableau-là a traversé les siècles et vient te chercher? Je parle de Renoir, mais je pourrais te parler de plein d'autres artistes. Un McEwen. Moi, j'ai déjà eu un McEwen à la maison, puis c'était comme je pouvais. Chaque fois que je passais devant, il fallait que je m'arrête parce que l'œuvre me happait. Ouais. Mais compare donc ce que tu viens vraiment juste de dire, là. Ouais. Happer, être sans mots, être frappé. Ça, est-ce que tu penses que les gens qui regardent en moyenne la télévision ressentent ça? Je pense pas. Oui, plein de fois. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent Stat, qui écoutent Indéfendable, qui écoutent La Nuit où Laurier Gaudreau... C'est réveillé. C'est réveillé. Je pense que ces œuvres-là, les gens, ça habite les gens. Puis il y a des gens qui sont vraiment bouleversés, qui s'attachent aux personnages. Je pense, par exemple, moi, quand j'écoutais District 31, je veux dire, quand Poupou, il est arrivé quelque chose à Poupou, ça m'a mise à l'envers. Oui, mais c'est pas, comment dire, c'est un petit peu facile, tu comprends? Regarde, on s'entend pas sur la réception. Changeons de sujet, la création. Créer une série télé au Québec avec des contraintes budgétaires comme ça, finalement, quand le scénariste écrit, il y a une explosion. Parce que ça, c'est la voix artistique qui lui dit, dis ça. Et que là, le producteur dit, il n'y en aura pas d'explosion au Québec, fais autre chose. Là, finalement, c'est plus tant comme écrire un livre et là où tu laisses parler ta voix et où il n'y a pas de compromis. Là, finalement, écrire une série, c'est rentrer dans des colonnes Excel. Je suis désolé, mais c'est pas le même exercice. Oui, mais après, il y a plein d'auteurs au Québec qui te diraient, oui, c'est sûr qu'il y a des contraintes financières qui font en sorte que on n'a jamais les moyens que les Américains ont ou que les Coréens ont. Mais écrire une bonne série avec une psychologie des personnages qui se tient, ça coûte pas plus cher. Et il y a des séries américaines avec des grands budgets où la psychologie tient pas debout. White Lotus, moi, je trouve, c'est de la chenoute en boîte. Et il y a des séries québécoises avec très peu de moyens qui ont une psychologie des personnages qui est absolument troublante avec des scènes dont tu te souviens des années après. Tout n'est pas une question de sous nécessairement, une question de budget. En tout cas, je ne sais pas si tu veux qu'on continue, mais moi, ça serait donc la première fois, si j'ai bien compris, qu'un art est devenu si accessible en étant aussi, gracieux et aussi noble que les autres. Parce qu'on le sait, tu regardes par exemple la danse, la sculpture, la peinture, ce sont toutes des arts un petit peu inaccessibles. Oui, mais on peut tout avoir ça dans notre salon aussi. Il y a le côté où c'est vraiment plus facile d'avoir accès à cet art-là qu'aller dans un musée, de se déplacer pour voir, puis on est accompagné par les personnages qui sont créés pour nous, on a envie de rentrer dans leur univers. Fait que on s'imprègne de ça au quotidien. Tu parlais de Stat, tout ça, les gens qui sont animés par ça plus que quelqu'un dans un musée, par exemple, mais c'est parce que tu vis avec eux au quotidien, puis t'embarques dans l'histoire, puis tu oublies ce qui se passe. Justement, Rémi, tu viens de mentionner la danse en disant, c'est vrai que c'est à la base peut-être quelque chose de plus élitiste, mais regarde ce qu'une émission comme Révolution a révolutionné. Des générations complètement différentes, des grands-parents, des parents, des enfants qui se rassemblent le dimanche soir pour écouter une émission de danse avec Écoute, il y a eu des moments dans Révolution
troublants, des gens qui ont fait des chorégraphies pour parler d'inceste, parler d'abus, parler de violence conjugale, évoquer toutes sortes de sentiments humains avec quelque chose qui peut-être à la base paraît en effet un peu élitiste. Donc tu peux aller voir, mettons, Gisèle avec les grands ballets canadiens, mais tu peux triper ta vie avec grand-papa et les petits-enfants en regardant Tout le monde révolution à la télé. Ça fait pas de la télé quelque chose de moins noble que d'aller s'asseoir à la Maison symphonique ou quelque part à la Place des Arts pour aller regarder les grands ballets canadiens. C'est évident. Ou à la Maison de la danse, l'Agora de la danse, puis aller voir quelqu'un qui saute dans les airs puis qui fait de la danse contemporaine. Tu compares la danse contemporaine à la danse Ben oui, mais même là, il y a plein de catégories, je trouve, qui ne se comparent pas la-dedans. Tu dis que c'est élitiste, aller voir les grands ballets, puis regarder Révolution. Je dis que c'est une perception que la danse est élitiste, parce que je répondais au propos de mon ami Rémi, qui disait, c'est toi. Tu restes mon ami, même si on n'est pas d'accord, Rémi. Donc, ça peut être perçu comme élitiste. Écoute, 52 secondes. Ah non, ben ok, d'accord. 42. Écoutez, les filles, on va être obligé de prendre une troisième journée pour moi, j'aime beaucoup la télé, juste pour, OK, on prend le temps qui nous reste juste pour dire une chose, là, les gens qui nous écoutent, qui font de la télé, bravo, 32. Vous êtes des artistes, vous êtes des artistes. Je dis juste que un grand livre, pour moi, ça demeure quand même peut-être supérieur à même une grande série. OK, ben c'est là qu'on diffère, parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été une grande fan de théâtre. Ça fait des années que j'ai pas été troublée au théâtre, et maintenant, mon grand plaisir dans la vie, c'est de regarder des grandes séries télé, et certaines m'habitent et me bouleversent et me troublent vraiment de façon magistrale, et je considère que c'est en effet un très, très grand art. Merci beaucoup. Non, mais t'es pas obligé d'être d'accord. Je m'incline pareil. Merci Rémi, merci Cybèle, merci à vous. On se retrouve demain. Cube.